Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors c'est intéressant parce qu'au moment où quand même la solidité de notre système bancaire est interrogée, sauf par Bruno Le Maire, depuis la faillite de la SVB aux États-Unis, puis le rachat en Europe du Crédit Suisse qui a failli faire faillite également, le parquet national financier, ça on l'a appris hier, amène en ce moment plusieurs perquisitions dans 5 établissements bancaires français très connus à Paris et à La Défense, pour des soupçons de fraude fiscale aggravée. Alors, il s'agit de la Société Générale, BNP Paribas, Exane, Natixis et HSBC. En question, ces montages, dit, alors là, Guy de Lafortelle va me dire si je prononce bien, c'est cum, comme. Comme on veut. Comme. Bon, alors Franck aux manettes me dit qu'on dit comme. Donc des montages dits comme qui permettent à un investisseur d'échapper à l'impôt sur les dividendes. En tout cas, le redressement notifié à ces 5 banques dépasse le milliard d'euros. Donc c'est ce que je vous disais, on dépasse un peu le billet de banque. L'opération, surtout ce qui est intéressant de ces perquisitions, est d'une exceptionnelle envergure. Pas moins de 160 enquêteurs rattachés à Bercy ont été dépêchés simultanément dans les 5 banques citées. Et on a quand même 16 des 19 magistrats du PNF qui sont également mobilisés. Ils sont tous dehors, ça y est, apprend-on. Plusieurs magistrats également allemands concernés par le scandale. Alors, quels sont, d'abord, on va tenter de comprendre ce qui se passe et quels sont ces soupçons de fraude qui intéressent le PNF, de Comcom. On va tenter d'analyser ça avec Guy de Lafortelle. Et surtout, que peut-on comprendre de cette concomitance, on va dire, de ce concours de circonstances qui fait qu'on a une enquête financière de grande ampleur qui se déploie pile au moment d'une crise bancaire de grande ampleur? Eh bien, c'est la question qu'on se pose également et qu'on va poser à mes 2 invités. Vous l'avez entendu, Guy de Lafortelle est avec nous, éditeur financier, fondateur de la lettre d'investissement L'investisseur sans costume. Bonjour Guy. Bonjour Clémence. Bonjour et merci d'être avec nous en studio. Et puis nous sommes avec Régis de Castelnau. Bonjour Régis de Castelnau. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être également avec nous. Vous êtes avocat, auteur du blog Vue du droit, du blog et de la chaîne YouTube Vue du droit d'ailleurs, et auteur de ce livre Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Vous vous intéressez particulièrement, et on en avait déjà parlé ensemble justement, aux manœuvres du PNF, et on va y revenir. Mais d'abord, je voudrais que Guy de Lafortelle nous réexplique un petit peu ce qui se passe et ce que c'est que ce Comcom. Alors c'est un gros scandale qui n'est absolument pas récent, qui a été, on va dire, dévoilé au grand public à partir de 2018, et de perquisitions qui ont commencé en Allemagne. C'est un scandale qui a trait à des investissements à des porteurs étrangers. Donc c'est de toute manière c'est un scandale et qui touche plusieurs pays européens, énormément l'Allemagne et aussi la France, qui sont et ce qui a cette particularité donc ça, on échappe à l'impôt sur le dividende. Pour des sommes, ils avancent une trentaine de milliards sur une vingtaine d'années, on va donc plus ou moins 1 milliard, un peu plus d'1 milliard par an. On ne sait même pas trop si c'est encore en cours ou pas, c'est un peu vague, mais donc il y a un vrai scandale. Moi je suis toujours pas exactement sûr de savoir si c'est légal ou pas, que ce soit immoral, il n'y a pas de souci, mais dans le cas français, c'est un peu bizarre. En Allemagne... Alors sur cette question, seulement je précise que devant le Sénat en 2021, donc c'était pas si vieux, la Fédération bancaire française, elle s'était défendue en expliquant que ces montages financiers, finalement, qui servent à des opérations de couverture de risque et d'apport de liquidité au marché, étaient utiles et pas forcément illégales. Et puis alors l'AMF avait même rappelé que ces prêts de titres sont utiles au bon fonctionnement du marché. Donc finalement... C'est utile, bien sûr. Payer moins d'impôts, c'est utile. Oui, non, mais on comprend que même les auteurs, on va dire les acteurs principaux de ce milieu en France se défendent sur cette question-là depuis un moment. Oui, un moment. Et encore une fois, mais en fait, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. En Allemagne, c'est clairement grossier. Là, ils ont carrément... En Allemagne, la mode, c'était de se faire rembourser des impôts qu'on n'avait pas payés. Donc ça, c'est un peu plus... C'est pratique, ça. C'est très pratique. Parce que nous, on les paye et on se fait pas rembourser. Mais moi, ce qui vraiment... J'ai pas de doute sur le fait que cette pratique soit vaguement dommageable, qu'on puisse avoir envie d'y mettre un
un terme. En revanche, ça fait un moment, y compris sur ces ondes, qu'on suit cette crise, et moi je commence à être un peu en colère, vaguement, parce que quand Crédit Suisse a été attaqué, ils ont été attaqués notamment par le gendarme boursier américain, la SEC, qui a très opportunément fait retarder la publication du rapport annuel de Crédit Suisse. Quand Deutsche Bank a été attaqué, là vous avez eu le département de la justice américaine qui tout d'un coup a ressorti des enquêtes là sur de l'évasion, évasion de sanctions, excusez-moi pour l'anglicisme, sur des clients russes. Et là, si vous voulez, on a encore... Alors cette fois, c'est le PNF. Moi, je suis très heureux d'être avec Maître de Castelnau, parce que je connais mal le PNF, mais j'aimerais bien qu'on me parle un peu de l'indépendance du PNF. Oui, entre guillemets. Oui, parce que là, moi, si vous voulez, un barbu, c'est un barbu, deux barbus, c'est des barbus, trois barbus, c'est des barbouzes, quoi. Il y a un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Je n'ai absolument aucun doute que toutes ces procédures soient légitimes, mais alors, en l'occurrence... Qu'elles émergent maintenant. Alors qu'elles sont pas du tout récentes, c'est pas un truc qui vient de... Qu'elles arrivent... D'ailleurs, des affaires qui datent... alors d'abord, ces pratiques ont été identifiées dès 2017 et je crois qu'elles ont été signifiées... la plainte a été déposée en 2019, si je ne me trompe pas, je vais vérifier. 2021, il me semble, la plainte. Oui. Voilà, bon. Oui, voilà, exactement, 2021. Donc bon, c'est vrai qu'on se demande pourquoi maintenant. Enfin, ça peut être un hasard. Ça peut être un hasard, en sachant que derrière, vous avez... C'est quand même très très bien timé, et vous avez la même mécanique qui se met en place, où vous avez des banques, y compris la Société Générale, qui est le canard boiteux français, celle qui est dans la moins bonne des positions. Et là, tout d'un coup, vous voyez, alors en bourse, ça se maintient à peu près, mais vous regardez les prix des assurances, donc les fameux CDS, donc, qui sont les produits dérivés pour assurer le capital, qui, eux, ont explosé. Et hier, alors que les CDS de la Société Générale n'étaient pas en très bonne posture, ça s'était calmé, vous êtes revenu à un plus haut, et du coup, vous avez vraiment une espèce une sorte de risque d'emballement qui me fait penser que la crise bancaire est probablement en train de s'inviter en France par le PNF qui lui a ouvert les portes. Alors peut-être qu'ils ont fait ça pour l'indépendance de la justice, mais moi personnellement, va falloir qu'on m'explique, quoi. Alors bon, Régis de Castelnau, indépendance de la justice, PNF. Je souris. Alors je réponds à la première question posée par Guy et par vous, Clémence. Oui. Est-ce que c'est dû au hasard? Jamais. L'agenda judiciaire n'est jamais dû au hasard, et surtout pas quand il s'agit du parquet national financier, qui est, je rappelle, une officine assez peu nombreuse d'ailleurs. Ils sont 19 magistrats, ils étaient 16 il n'y a pas longtemps, qui a été créée par François Hollande, après le scandale Cahuzac, pour l'usage de la haute fonction publique d'État. Donc, non, ce n'est pas dû au hasard. Alors après, pourquoi maintenant, ça, c'est plus difficile pour moi. Effectivement, alors je voudrais faire juste un petit point de procédure. Ouais. Il y a eu, si j'ai bien compris, parce que la lecture du communiqué de M. Bonnert, le président du PNF, pas le président, le patron du PNF, hier, est étonnante, quoi. Je ne sais pas s'il a rédigé avec ses pieds, mais c'est impressionnant, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des informations qui... c'est une opération de communication vulgaire, je dirais. Allez, je vais utiliser ce terme-là. Le problème, c'est qu'on a une procédure fiscale déclenchée par l'administration fiscale, c'est-à-dire par Bercy. Et c'est une procédure administrative. Notification de redressement, paraît-il, je ne sais pas. Deuxièmement, on peut transmettre ça au parquet, et le parquet peut décider de lancer une procédure. Mais quelle procédure? C'est une procédure dite d'enquête préliminaire, qui est complètement à la main du parquet national financier, qui fait ce qu'il veut, et ça n'est pas un juge d'instruction qui, lui, serait un magistrat du siège, qu'on peut espérer indépendant pour être impartial. Non, là, il s'agit véritablement de l'outil de l'État qui fait ce que l'État lui demande. Alors, ma première observation, c'était il n'y a pas d'agenda dû au hasard en matière judiciaire, jamais.
Hein. Et deuxièmement, cette affaire, à ce moment-là, effectivement, comme Guy le dit, dans un contexte de crise bancaire internationale très importante, hein, avec des enjeux dont on va peut-être parler, c'est invraisemblable que tout ça n'ait pas été concocté au plus haut niveau. Hein, et que, parce que, imaginez-vous que le parquet dise, bah, tiens, on va aller faire des perquisitions maintenant, on va demander à 6 magistrats allemands de venir, on va mobiliser du monde sans que la chancellerie soit informée, et surtout que l'Élysée, qui a des conseillers sur ces questions, hein, autour d'Emmanuel Macron, ne soit avisé. Donc, c'est une opération, alors on va me traiter de complotiste, c'est pas grave, hein, et je dirais même, Une fois de plus, une fois de moins. que j'espère que c'est que ce que je dis est vrai, parce que ça voudrait dire que l'État est bien tenu. Hein. Mais il y a évidemment des raisons qui, pour l'instant, sont des raisons cachées. D'accord. On va reparler d'ailleurs de ces magistrats allemands. Pourquoi les magistrats allemands se mêlent de cette affaire. On continue de toute façon de parler de tout cela ensemble. Il est 8h01 sur Ligne Droite et c'est l'heure des informations avec Adèle Rosner. Ligne droite, le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. La table ronde. On réagit donc à cette opération de perquisition de grande envergure. Je vous l'ai dit, 160 enquêteurs attachés à Bercy qui sont simultanément dans les 5 banques citées tout à l'heure, Société Générale, BNP Paribas, Exane, Natixis, HSBC. Et puis 16 des 19 magistrats du PNF sont également mobilisés, ainsi que des magistrats allemands concernés par ce scandale. Alors, scandale, soupçon de fraude qui intéresse aujourd'hui le PNF. Tout ça en pleine crise bancaire et d'après mes deux invités, cela n'est peut-être pas lié qu'au hasard. Nous sommes donc toujours avec Guy de Lafortelle, éditeur financier, fondateur de la lettre d'investissement L'investisseur sans costume, et Régis de Castelnau, avocat et auteur du blog et de la nouvelle chaîne YouTube Vue du droit, et puis surtout auteur de ce livre qui déjà a un titre qui dit beaucoup de choses sur notre table ronde également, Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Alors, je voudrais d'abord poser une question à l'avocat avant de me retourner vers Guy de Lafortelle concernant la présence de ces magistrats allemands concernés par le scandale. Alors, est-ce que ça arrive souvent, ce genre de procédure, des magistrats allemands qui viennent, qui s'ajoutent au travail du parquet national financier ? Non, évidemment non. Alors là, il s'agit, et Guy l'a dit, d'un scandale allemand relativement important. C'est de la coopération européenne en matière pénale, mais et la façon dont c'est annoncé en plus, la façon dont c'est mis en scène, il y a probablement des raisons, mais c'est très inhabituel. Très inhabituel. Alors quelquefois, effectivement, il y a des commissions rogatoires internationales, il y a des demandes de coopération, ça existe et c'est normal d'ailleurs, et tant mieux, je dirais. Hein. Mais là, cette mise en scène, ça vient compléter ce que je disais tout à l'heure concernant le fait que cette affaire n'est pas due au hasard, et qu'il faut s'interroger sur le sens qu'elle a, ce qu'elle raconte dans le cadre de cette crise bancaire extrêmement importante. La cible principale semblant quand même être notre canard boiteux national, c'est-à-dire Société Générale. Guy de Lafortelle. Oui, alors on peut éventuellement rappeler que Jean-François Bonnert, je sais pas comment on dit, pardon, est alsacien et a quand même fait une partie, donc pardon, le patron du PNF, et a fait une partie conséquente de sa carrière en Allemagne. Donc il y a quand même des liens à ce niveau-là. Cette ingérence, cette influence, cette présence allemande. Je sais pas, moi c'est vrai que techniquement, moi, en tant que citoyen... Je dis ça parce que Guy de Lafortelle tweet, vous le savez, et hier il a quand même dit le fait que les perquisitions soient menées par le PNF et avec des magistrats allemands laisse présager d'une très mauvaise instrumentalisation d'un scandale réel. Donc j'aimerais bien que vous nous disiez ce que vous avez derrière la tête, Guy de Lafortelle. Moi, en tant que citoyen, de me dire qu'on va laisser un magistrat étranger rentrer
rentrer et aller fouiller même dans les comptes d'une banque française, ça me plaît, mais pas du tout, surtout dans le contexte actuel où l'espèce de guerre, pour moi on est dans une situation de guerre bancaire dans laquelle on est passé dans une bagarre de rue, quoi. Quand on voit la manière dont le Crédit Suisse a été repris en dépit de toute règle de droit, où on a forcé la main aux actionnaires du Crédit Suisse et de l'UBS, on a demandé à personne, on n'est plus dans des règles de droit normales. On est donc dans cette espèce d'univers dans lequel on est passé vraiment en mode extrêmement brutal, alors ça reste financier, mais et où en plus de ça, les relations entre l'Allemagne et la France sont quand même, à mon avis, relativement détériorées récemment, et qu'il y a quand même du plomb dans l'aile dans l'amitié franco-allemande dont on se demande ce qui peut bien rester. Donc ça me plaît vraiment pas à ce niveau-là, sans au-delà des questions de procédure, et d'autant plus que donc ces choses sont pas au hasard. On est obligé de spéculer à ce stade-là, c'est-à-dire qu'ils vont pas venir nous expliquer ah ben oui, en vrai on fait ça pourquoi. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que vous avez un énorme le scandale Deutsche Bank dont on a soulevé un petit peu le couvercle la semaine dernière. C'est le maître scandale de tous ces scandales bancaires. Deutsche Bank, c'est le niveau au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer en termes de corruption, en termes de falsification de comptes, en termes c'est obscène, mais c'est au-dessus de l'obscénité. On peut pas. Ces gens sont un scandale permanent depuis 15 ans. Ils n'arrêtent pas. Ils sont partout. Il y a sur les financements russes, sur tous les scandales, ils sont là. Et moi, là, d'un point de vue vraiment sur pourquoi est-ce que ces choses peuvent arriver, que les Allemands aient envie de nous entraîner avec eux et qu'ils aient les moyens de pression pour s'assurer que la résolution de la crise se fasse avec notre support plein et entier et qu'on ne puisse pas derrière se désolidariser de tout ce qu'on puisse faire en termes de résolution, en termes de tout ce qui peut arriver, soit d'un point de vue BCE, de politique monétaire, de politique fiscale, de politique c'est à mon avis, c'est très utile pour ça. Et l'autre chose, c'est que Emmanuel Macron, donc moi ça m'intéresse beaucoup ce que dit Maître de Castelnau quand il nous explique que toutes ces choses-là sont effectivement instrumentalisées, que le PNF est très politique, c'est que on a vu ce qu'était capable de faire Emmanuel Macron avec Alstom. On a vu il avait absolument aucun problème à jouer contre son camp, contre son camp supposé. Et du coup, moi, j'ai vraiment, je suis vraiment dans une colère noire de ce truc-là, parce que moi, j'ai l'impression que l'Élysée, c'est en train de se transformer en l'hôtel du Parc, quoi. Et je dis ça. Vous avez reçu hier l'excellent Éric Branca. L'hôtel du Parc, pardon, c'était le siège du gouvernement de Pétain à Vichy. Éric Branca a fait un superbe bouquin. L'ami américain, dans lequel il explique que les Américains, en 1945, non seulement que les Américains ont financé le régime de Vichy à une époque où vous auriez cru qu'ils finançaient leurs ennemis, mais qu'eux, ils faisaient ça parce qu'ils disaient, tiens, nous, on va aller prendre la place, et puis nous, on est très contents d'avoir un régime administré, on va prendre la place des Allemands, et puis on va administrer la France comme on l'a fait avec le Japon. L'Amgot, oui. Ils avaient déjà prévu une forme de colonisation de la France. Et j'ai l'impression qu'on retrouve ça. Et donc, entre Bruxelles, l'Allemagne et les Américains, qu'à l'Élysée, il n'y a plus aucune décision un tant soit peu souveraine à l'Élysée. Enfin, c'est vraiment l'impression que ça me donne. Donc, pour clarifier, avant de redonner la parole à Régis de Castelnau et lui demander son opinion sur cette question, finalement, on peut considérer que cette procédure qui est menée notamment par des magistrats allemands qui se joignent à la procédure, finalement permettrait d'aller fouiller dans les affaires françaises et peut-être de faire un chantage de l'Allemagne vis-à-vis des banques françaises en disant en gros je te tiens moi aussi par la barbichette. Alors c'est de la spéculation, mais donc j'ai pas de preuve de ce que j'avance. Mais en revanche, en termes d'expérience et de voir un peu comment ces gens... C'est-à-dire qu'il faut pas oublier que vous avez une lignée de scandales dans la sphère bancaire.
Moi, quand on arrive, on me dit attends, tu déconnes, pardon, excusez-moi de m'exprimer comme ça, mais faut arrêter effectivement d'être complotiste ou quoi que ce soit. Quand on travaille ces sujets au jour le jour de près et qu'on voit ce dont ces gens sont capables depuis très longtemps, ça me paraît juste business as usual, comme on dit. Et ce que vous dites de toute façon, c'est que de toute façon, que le scénario imaginé ne tienne pas. De toute façon, rien que le fait que les Allemands viennent fouiller dans les documents français de nos banques n'est pas forcément tout à fait acceptable. Moi, ça me plaît pas. Et encore une fois, plus largement dans cette crise, on a ce truc qui est que, à la différence de 2008 où on subissait, dans cette crise-là, moi, je suis obligé d'observer qu'on pousse les canards boiteux par la fenêtre c'est-à-dire qu'il y a vraiment un aspect... les loups s'entre-dévorent dans cette affaire-là, et c'était pas comme ça en 2008. Il y a cette nouveauté-là qu'il faut prendre en compte. Dire qui pousse. Mais d'abord, Régis de Castelnau. Alors, je vais marteler ce que j'ai dit tout à l'heure. Je reviens. C'est pas complotiste de dire que ce qui se passe là n'est pas dû au hasard. Il y a un agenda caché, puisque on peut pas le savoir. Donc, on réfléchit, on essaye de comprendre. Il y a une raison à ça, et il y a également une raison à cette présence spectaculaire des magistrats allemands. Vous me posez la question, concernant cette présence, c'est très inhabituel. Alors, moi, là, j'ai une question pour Guy de Lafortelle concernant le contexte, justement, de ces banques. On a nationalisation de Crédit Suisse, c'est pas autre chose. On voit ce qui se passe aux États-Unis. Bon, je pense que notre chère Société Générale, on va peut-être demander si ça n'a pas déjà été le cas, parce que je crois que c'est régulier à la BNP de s'y coller. C'est-à-dire de reprendre le canard boiteux. Moi, j'ai une question. On est dans ce contexte de crise financière avec la question des taux. On avait remonté les taux pour lutter contre l'inflation, ça marche pas. La Pologne est à 20%, et donc nous, on est également confronté à l'inflation. Et donc là, il semblerait qu'aux États-Unis, ils vont redescendre les taux, c'est-à-dire qu'on va de nouveau faire fonctionner la planche à billets. Est-ce que ça, je veux dire, ce qui se passe là concerne cet enjeu-là, et je reviens sur notre soumission. La BCE, chacun sait très bien que c'est la Bundesbank. Madame Lagarde, chacun sait très bien que c'est une marionnette dirigée par les Allemands. Est-ce que ça, ce serait effectivement un moyen pour les Allemands d'avoir encore plus barre sur les Français concernant la politique de la BCE? Alors concernant la politique de la BCE, c'est pas du tout impossible. Faut pas oublier qu'effectivement Lagarde, on a changé, on a arrêté de mettre des gens compétents à la BCE et à la Fed aussi. Non, mais parce que faut pas oublier que Mario Draghi a quand même fait une politique du Sud et qui déplaisait beaucoup aux Allemands, et que éventuellement, oui, on peut mettre ça. Et pour moi, il y a une forme de soumission à faire ça aujourd'hui. Et vraiment, je tiens à rappeler ce contexte. On est dans un contexte de crise généralisée, qui est celui dans lequel on était en 2007. C'est vraiment les conditions de la catastrophe sont là, sauf qu'on a appris de 2007, et comme on a appris de 2007 et 2008, plutôt que d'attendre que le truc se matérialise, on le fait se matérialiser, on le pousse là où on veut pour pouvoir le contrôler. C'est exactement la phrase que disait Poutine, alors je sais plus, je cite de mémoire, qui était, je sais pas, il disait qu'il grandissait à Saint-Pétersbourg et que dans les bagarres de rue, il fallait surtout éviter de se battre, mais quand on savait qu'on n'allait plus pouvoir éviter le truc, il fallait être le premier à frapper. Pour moi, on est rentré dans un truc d'ordre mafieux dans lequel il n'y a plus aucun état de droit. C'est vraiment, tous les coups sont permis, c'est ce qu'on voit. Et c'est pour ça, donc je suis très heureux des éclaircissements de Maître de Castelnau, parce que tout cela est instrumentalisé. Moi, quand vous me demandiez, Clémence, qui pousse le canard boiteux, qui pousse le canard, si vous regardez à qui profite le crime, les grandes banques américaines sont
extrêmement renforcés de cette crise à l'intérieur, en ayant exporté leur crise dans leurs banques régionales. Oui, c'est ce que vous nous expliquiez déjà la dernière fois, que finalement, si on revient sur la première crise, la SVB elle-même n'est qu'une banque régionale qui a récupéré, on va dire, les dommages collatéraux des crises des grandes banques américaines. Absolument, qui a fait ça, qui d'ailleurs a été saisie. Elle n'a pas fait faillite comme Lehman avait fait faillite. C'est une petite subtilité de droit, mais elle ne s'est pas mise sous la protection du chapitre 11 comme c'est d'habitude. Ils ont été saisis, la SVB. Alors, ils avaient des raisons d'être saisis, mais la signature banque, elle, n'avait pas forcément de raison d'être saisie. Il y a une instrumentalisation générale de la justice qui est très malsaine, à mon avis. Surtout, était le bouc émissaire de personnes qui ont préféré brûler ce mouton plutôt que d'autres. Oui, c'est ça. Et ces banques américaines qui, très paradoxalement, sont en fait, par les portefeuilles de dérivés qu'elles ont encore, qui est là où la véritable bombe est, eh bien, tout le monde afflue vers ces grandes banques américaines qui sont en fait, avec les banques européennes, le cœur du scandale. Et donc, vous avez non seulement vous renforcez ces banques-là, vous renforcez le dollar. Tout le monde parle en ce moment, regardez, il y a la dédollarisation. La dédollarisation a encore du chemin. On est encore sur la déclaration d'intention. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Ça commence à arriver, oui. Oui, ça commence à arriver. Mais en même temps que ça arrive, le dollar est renforcé par cette crise. Tout le monde est en train de... Et là, vous pensez que le dollar serait également renforcé? Là, on a encore, vous pensez, un intérêt américain dans cette crise-là, enfin dans cette procédure fiscale-là française du PNF et de l'Allemagne vis-à-vis de nos banques françaises? Oui, pour moi, En gros, à qui sert le crime? Ça sert encore à des Américains, cette histoire? Oui, plus qu'aux Allemands? Au fond du fond, ça sert davantage des Américains. Les Allemands sont piégés par la Deutsche Bank. C'est encore une fois, la Deutsche Bank, c'est un truc, ça ne peut pas être nationalisé, la Deutsche Bank. De la même manière que Crédit Suisse, je reviens juste, Crédit Suisse n'a pas tout à fait été nationalisé, parce que s'ils avaient été nationalisés, il aurait fallu ouvrir les comptes et on serait rendu compte de ce qu'il y a vraiment dedans, et on sait que c'est pas beau, et qu'il y a de quoi faire tomber beaucoup de monde et de faire beaucoup de mal au système financier. Mais les Américains nous tiennent depuis 2008 par nos banques. C'est-à-dire que si on regarde la guerre économique, justement Alstom, Technip, il y a encore 3 jours, on s'est encore fait piquer. La robinetterie. Ils partent même avec les robinets. et ça, ces gens-là, les Américains n'ont pas changé de comportement tout d'un coup après 2008. Simplement, on n'a plus les moyens de se défendre parce qu'on s'est fait mettre cette laisse bancaire autour du cou en 2008. Et elle est toujours là aujourd'hui. Et ils sont en train de nous... Qui nous tient d'abord, pardon, mais c'est une laisse qui passe par l'Europe quand même. Par nos la banques. BCE, et puis après ça remonte... Elle passe par BCE, c'est directement nos banques, c'est directement la BNP, directement la Deutsche Bank, directement le Crédit Suisse, qui ont cru qu'ils pouvaient inventer des dollars, qui pouvaient changer le plomb en or et qui pouvaient changer l'euro en dollars grâce à la magie, à l'alchimie des produits dérivés. Mais l'alchimie, c'est pour les romans, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Donc en fait, on a quand même fait des erreurs, on a quand même des choses à revoir à l'intérieur de nos banques qui ne sont pas forcément très propres, mais ce qui est intéressant, c'est que tout est ouvert aujourd'hui, la boîte de Pandore est ouverte aujourd'hui, quoi. C'est ça. La boîte de Pandore est ouverte et nos banques, c'est pas qu'il y a des choses à faire, c'est que nos banques sont le gros maillon faible de notre système actuellement. Ça fait très très mal. Régis de Castelnau. Question, oui. Clément, je profite de la présence de Guy oui, mais on est là pour essayer de comprendre. Pour le bombarder. D'abord, je pense que ce qu'on nous a annoncé hier est aussi une opération de diversion. Pour dire, regardez comme on lutte contre la fraude fiscale, regardez comme en pleine crise liée au dossier des retraites. C'est toujours utile de lancer des opérations de diversion. Mais ma question, elle est justement, pour rebondir par rapport à ce que disait Guy de Lafortelle, les États-Unis qui seraient finalement à la manœuvre, le manœuvrier final, est-ce que c'est pas lié justement à cette crise du dollar? Parce que la crise du dollar, elle existe, c'est le début peut-être de la dédollarisation du monde, mais il faudra quand même, il y a encore des gens qui vont acheter du dollar, ça c'est clair, il y en a qui n'en achèteront plus ou qui en achèteront moins, mais est-ce que finalement, ce que pensent les Américains, ce n'est pas que c'est l'Europe? Une fois l'euro liquidé, est-ce que c'est pas l'Europe qui serait le principal souscripteur
des bons du Trésor américain, qui serait le principal utilisateur du dollar? Alors, d'une certaine manière, c'est déjà le cas. Ça se voit pas, mais c'est déjà le cas. Pour moi, l'euro est déjà une monnaie. Et l'euro est un sous-dollar. On est totalement liés. Donc on n'a pas. Et ensuite, en termes de candidat souscripteurs, est-ce qu'il faut refourguer? On est dans ce monde très bizarre dans lequel les banques centrales rachètent les bons du Trésor et donc il y a même plus besoin en fait. C'est-à-dire que la BCE rachète nos dettes, la Fed rachète les dettes des États-Unis et donc le problème, c'est qu'on revient au thème de l'inflation. Mais si ces gens luttaient vraiment contre l'inflation, c'est pas les politiques qui feraient, parce que faut pas oublier que malgré les hausses des taux, le crédit, et c'est ça qui est important, c'est la création de crédit qui est importante en volume. La création de crédit n'a pas baissé aux États-Unis, et en partie à cause de la Fed. La Fed appuie sur l'accélérateur et le frein en même temps. Juste pour revenir sur les échanges internationaux, en 2022, vous avez 88% des échanges en valeur, des opérations de change en valeur dans le monde qui font intervenir le dollar. À chaque fois que vous... Combien ? 88%, ah oui. selon la Banque des règlements internationaux. Donc, à chaque fois que vous échangez un bifton contre un autre dans le monde, 9 fois sur 10, vous l'échangez contre du dollar. Ou vous échangez un dollar contre autre chose. On a du mal à comprendre, et je sais que c'est pas simple, mais la voie de la dédollarisation est enclenchée, et elle est inéluctable, et à cause des États-Unis qui ont tué cette puissance qu'ils avaient, mais elle est longue. Et ça, il faut le voir. Et même si l'histoire s'est accélérée brutalement depuis quelques années, déjà, elle peut se ralentir, il y a un moment on peut quand même, mais même si elle s'est accélérée, on parle encore en décennies. C'est parce que non seulement vous avez une intrication des échanges économiques, mais au-dessus de ça, vous avez une intrication des échanges financiers qui est très bizarre et qui est à des niveaux qui est que les pays peuvent pas... Oui, mais vous avez quand même tous les nouveaux systèmes, Chips, Swift, ou je ne sais plus comment ils s'appellent. Mais ça... Mis en place par la Chine, mis en place par la Russie... Qui veulent dépasser justement le dollar. Et ils vont y arriver, mais ça prend du temps, ces choses-là. La Chine, ça fait déjà 10 ans qu'ils y travaillent. Il y avait un directeur de la Banque populaire de Chine qui, dès 2012 ou 2014, par là, expliquait oui, bien sûr, que le yuan va prendre la place du dollar. On sait très bien comment ça marche. Il va falloir qu'on passe par de l'or, par un étalon de change or. Et donc, il va falloir qu'on ait 60% des réserves du stock mondial d'or monétaire. Et on y travaille. Et puis, depuis, on n'a plus jamais entendu parler de ça. Non pas parce que c'est faux, mais parce qu'ils font ça tranquillement et qu'on sait que l'or afflue vers la Chine. Mais ça fait déjà 10 ans qu'ils sont dessus et ils sont pas prêts. Il faut encore 10 ou 15 ans de plus. On a entendu le président kenyan hier ou avant-hier dire à ses citoyens attention, maintenant vous feriez bien de changer votre monnaie et d'arrêter avec le dollar. Oui, c'était assez clair. Hein. Mais oui, mais après, il ne faut pas oublier ce qui est arrivé à Kadhafi. Il ne faut pas oublier ce qui est arrivé. Et quand on veut dédollariser, il y a aussi des risques. Les Américains, c'est une bataille de rue. C'est d'ailleurs peut-être un peu ce qui se passe également. Régis de Castelnau, une dernière question, je ne sais pas si vous avez... Sur la bataille de rue, pour l'instant, l'Occident collectif, l'Occident combiné, comme dit M. Lavrov, il n'est pas dans une forme éblouissante. C'est-à-dire que faire à Xi Jinping ce qu'on a fait à Kadhafi, ça risque d'être un petit peu compliqué. On est tout à fait ça risque d'accord. d'être un petit peu compliqué. Donc voilà, ça c'est un autre sujet. Je voulais ajouter un dernier éclairage qui montre un petit peu le caractère opération de communication qui a eu lieu hier. La procédure, si elle se poursuit, donc elle aurait débuté en 2021, on parle de plainte, on ne sait pas qui a déposé plainte, on ne sait rien. Et de toute façon, une procédure comme celle-là... Et apparemment, il y a quand même le patron des députés PS, Boris Vallaud de l'époque, citoyen en bande organisée, le collectif citoyen en bande organisée, l'un de ceux qui aurait porté la plainte, mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi... Mais non, mais attendez, qu'est-ce qu'il a fait, Vallaud? Il n'a pas article 2 du Code de procédure pénale, il n'avait pas un intérêt direct lui permettant de déposer une plainte avec constitution de partie civile, c'est pas ça, il a fait ce qu'on appelle un signalement. Il a envoyé une lettre comme celle que Marlex a envoyée au parquet dans l'affaire Alstom, démontrant qu'il y avait de la corruption, ça n'a jamais bougé. Donc Monsieur Vallaud a envoyé une lettre, tout ça est bien commode. Je dis simplement qu'une procédure de ce type, c'est 15 ans avant qu'il y ait une première décision exécutoire. Vous imaginez
ce qui a dû être saisi, si tant est qu'ils aient saisi les ordinateurs, il va falloir les dépouiller, il va falloir des centaines de personnes pour travailler là-dessus, pour dépouiller tout ça, les transactions qui ont été passées, etc., pour ensuite arriver à un dossier judiciaire, c'est-à-dire pouvoir venir devant un juge en lui disant « voilà la vérité judiciaire, débat, avocat, etc. Rendez-vous dans 15 ans, Clémence. » Oui, mais vous nous avez déjà expliqué que le PNF était capable d'être particulièrement rapide quand ça l'intéressait. Rappelons-nous de l'affaire Fillon. Oui, mais attendez, c'est pas les emplois de Pénélope qui sont en cause là. Hein. Non. Là, c'est du lourd et c'est très technique. Hein. Guy le sait. Donc non, c'est une procédure. Si tant est qu'elle était sérieuse, extrêmement lourde. Oui. Donc non, mais ce que vous voulez nous montrer, c'est qu'en fait, c'est vraiment une opération de communication. C'est-à-dire que de faire beaucoup de bruit aujourd'hui, mais finalement, de toute façon, l'affaire ne sera résolue. Sur le plateau que dans 15 ans. Oui, puis ça a des répercussions financières immédiates. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est important. Qui intéresse qui, donc ? Et qui intéresse de faire... Il y a des gens qui sont très contents de la faiblesse des banques françaises. Soit indirectement l'Allemagne qui nous entraîne dans sa crise avec elle, parce qu'ils ne veulent pas tomber tout seuls, et encore au-dessus de ça, les États-Unis qui exportent la crise, qui encore une fois font des énormes contre-feux, parce qu'il vaut mieux faire tomber le voisin que tomber soi-même. Il y a vraiment... C'est très sale ce qui se passe en ce moment. Eh bien, en tout cas, c'est clair. Et merci à vous deux d'avoir tenté de décrypter ce qui se passait en ce moment. Régis de Castelnau, je le rappelle, hein, vous l'avez dit, en tout cas, ce genre d'enquête, de procédure du PNF n'est jamais dû au hasard. Et puis, Guy de Lafortelle qui nous dit que ça intéresse indirectement et les Européens et surtout les banques américaines derrière. Voilà, merci encore pour cet éclairage. Guy de Lafortelle, je rappelle que vous êtes fondateur de la lettre d'investissement L'investisseur sans costume et Régis de Castelnau, avocat, auteur du blog et d'une chaîne YouTube Vue du droit et de ce livre, toujours d'actualité, Une justice politique aux éditions L'Artilleur.